21 mai 1940, 11h47, Arras, dans le nord de la France, le général Harold Franklin venait de donner l'ordre, celui qui allait lancer l'offensive blindée britannique. 74 chars, Matilda II, les véhicules les plus lourdement blindés de l'armée britannique, s'ébranlèrent en direction des positions allemandes. Blindage frontal, 78 mm. Les armes anti-chars standards allemandes étaient incapables de percer cette carapace. Les Britanniques étaient confiants. Cette opération devait enrouler le flanc allemand. Leurs chars étaient pratiquement invulnérables à tout ce que les forces armées allemandes pouvaient aligner sur le terrain. À 12h15, le premier Matilda fut stoppé, pas par un char, pas par un canon anti-char, mais par un canon de défense aérienne, le 8,8 St. Flak 18, une arme conçue pour détruire des bombardiers à 8000 mètres d'altitude, maintenant pointée horizontalement, directement sur les chars britanniques. L'effet fut dévastateur. Le premier obus transperça le Matilda comme du papier, le deuxième frappa la tourelle, l'arrachant complètement. Le troisième incendia le véhicule, le tout en 8 secondes. À 13h30, 36 chars britanniques étaient réduits en cendres. L'opération d'Arras était stoppée, pas par une division blindée allemande, pas par des attaques aériennes, mais par une poignée de canons Flak 88, utilisés en tir direct. Le général Franklin écrira plus tard dans son rapport confidentiel « Nous n'avions aucune idée que les Allemands utiliseraient des canons de défense aérienne contre des chars. Notre blindage était complètement inutile contre ce calibre. Ce fut un massacre. » Cet instant changea la guerre blindée pour toujours, et il lança une obsession soviétique qui durerait 15 ans, car des observateurs militaires soviétiques en France virent ce qui se passait. Ils comprirent immédiatement. L'Allemagne n'avait pas seulement une arme anti-char supérieure, elle avait mis en œuvre une révolution dans la flexibilité de l'emploi de l'artillerie. Et Staline donna personnellement l'ordre. Découvrez comment fonctionne cette arme et construisez-nous une meilleure. Cette histoire ne parle pas seulement d'un canon, elle parle de l'improvisation allemande, si brillante que même ses ennemis furent obligés de la copier. Elle parle d'ingénieurs soviétiques qui passèrent des années à essayer de reproduire la balistique allemande. Elle parle d'une arme conçue pour la défense aérienne, mais devenue une légende en tant que tueuse de chars. C'est l'histoire de la Flak 88 et de la manière dont les soviétiques furent obsédés par l'idée de la comprendre et de la surpasser, la naissance d'une légende. Le 8,6 Flak 18 fut développé en 1928, pas pour la guerre blindée. Mais pour la défense aérienne, après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles interdisait à l'Allemagne de posséder de l'artillerie lourde, mais les canons de défense aérienne étaient autorisés. Des ingénieurs allemands chez Krupp et Rheinmetall virent une brèche. Et si on développait un canon Flak capable de remplir aussi d'autres rôles, les exigences étaient claires. Vitesse initiale élevée pour les cibles en altitude. Optique précise pour les cibles en mouvement, cadence de tir rapide, mais aussi robustesse pour les opérations sur le terrain. Hugo Schneider chez Krupp dirigea le développement. Son innovation fut la conception du tube, long, fabriqué avec précision, avec des caractéristiques balistiques qui dépassaient de loin les canons Flak ordinaires. Les spécifications étaient impressionnantes pour 1928. Calibre 8,8 cm. Longueur du tube 4,93 mètres. Vitesse initiale 820 mètres par seconde. Portée maximale horizontale, 14 860 mètres. Portée maximale verticale, 10 600 mètres. Cadence de tir, 15 à 20 coups par minute. Poids en position de tir, 5000 kg. Mais la véritable innovation n'était pas le matériel, c'était la flexibilité. Le Flak 88 pouvait passer de la configuration de transport à la position de tir en 2 minutes et 30 secondes.
L'affût en croix permettait une rotation horizontale à 360 degrés. Le mécanisme d'élévation pouvait pivoter de plus 85 degrés à 3 degrés. Cela signifiait que cette arme pouvait combattre des cibles aériennes, mais elle pouvait aussi tirer horizontalement, sur des cibles au sol. Les planificateurs militaires allemands comprirent rapidement le potentiel, mais ils ne le testèrent pas systématiquement, jusqu'à l'Espagne, l'épreuve espagnole. En 1936 commença la guerre civile espagnole. L'Allemagne envoya la Légion Condor, incluant plusieurs batteries de Flak 88 pour la défense aérienne. Mais les chars républicains étaient un problème. Les Allemands n'avaient que des canons anti-chars légers de 37 mm. Ils étaient efficaces contre les chars légers, mais les T-26 et BT-5 soviétiques, utilisés par les républicains, avaient un blindage plus épais. Un lieutenant de la Légion Condor, dont le nom n'a pas été conservé dans les archives, prit une décision spontanée. Il pointa son Flak 88 horizontalement et tira sur un T-26 qui attaquait. L'obus transperça le char à 1200 mètres de distance. Un coup, une destruction. Ce fut la preuve du concept. Des rapports furent renvoyés à Berlin. Des officiers des forces armées allemandes furent fascinés, mais aussi sceptiques. Les canons Flak étaient chers, complexes, difficiles à produire. Fallait-il vraiment gaspiller ces précieuses armes de défense aérienne pour des cibles au sol? Le débat dura jusqu'en 1940, puis vint la France, et Arras montra définitivement le Flak 88 n'était pas seulement une arme anti-char efficace, c'était la meilleure arme anti-char dont disposait l'Allemagne, la supériorité technique. Qu'est-ce qui rendait le Flak 88 si mortel contre les chars? Premièrement, la vitesse initiale. 820 mètres par seconde signifiait trajectoire plate, pénétration élevée, avec des obus perforants en acier trempé. Le Flak 88 pouvait percer jusqu'à 120 mm de blindage à 1000 mètres. C'était plus que n'importe quel canon anti-char spécialisé de cette époque. Le 47 mm français pouvait percer 40 mm. Le 2-pounder britannique, environ 50 mm. Le 37 mm au PAC 36 allemand, seulement 30 mm. Le Flak 88 évoluait dans une autre catégorie. Deuxièmement, portée et précision. Les canons Flak avaient besoin d'excellentes optiques pour les cibles aériennes. Ces optiques étaient tout aussi efficaces contre les cibles au sol. Le viseur ZF-20 permettait un tir précis jusqu'à 2000 mètres. Cela signifiait que les batteries de Flak 88 pouvaient détruire les chars ennemis, avant même que ceux-ci n'atteignent leur portée de tir efficace. Des commandants de chars alliés rapportèrent l'impact psychologique. Ils voyaient leurs camarades exploser, sans voir l'ennemi, sans la chance de riposter. Troisièmement, la polyvalence des munitions. Le Flak 88 pouvait utiliser différents types d'obus, des obus explosifs pour les cibles aériennes et l'infanterie, des obus perforants pour les cibles dures, des obus spéciaux comme les obus à manche pour les bunkers. Cette flexibilité signifiait une batterie de Flak 88 pouvait remplir de multiples rôles. Défense aérienne, lutte anti-char, appui d'artillerie. Aucune autre arme de cette époque n'avait cette polyvalence. Quatrièmement, cadence de tir et vitesse. Un équipage bien entraîné pouvait tirer 15 à 20 coups par minute. C'était plus lent que des mitrailleuses, mais pour une arme de ce calibre, exceptionnel. Et ces 2,5 minutes de déploiement signifiaient que les unités Flak 88 pouvaient réagir rapidement, changer de position, ouvrir le feu et disparaître avant que l'ennemi ne puisse riposter. Cette mobilité la rendait encore plus dangereuse. Arras et la catastrophe britannique. Revenons à Arras, en mai 1940. Que s'est-il passé exactement là-bas? Le corps expéditionnaire britannique était encerclé. Le Blitzkrieg allemand avait déferlé sur la Belgique et le nord de la France. L'opération d'Arras devait attaquer le flanc allemand,
stopper l'avancée et gagner du temps pour la retraite vers Dunkerque. Les Britanniques avaient 74 chars Matilda, lourdement blindés, lents, mais quasiment invulnérables aux armes standards allemandes. Mais Rommel, commandant la 7e Panzerdivision, avait préparé une surprise. Il avait positionné ses batteries de Flak 98 en tir direct, non pas pour la défense aérienne, mais pour la lutte anti-chars. Les Britanniques attaquèrent à 12h. Les Matilda déferlèrent sur les lignes allemandes. Les canons Pack de 37 mm allemands ouvrirent le feu. Les obus ricochèrent, sans effet. L'infanterie allemande paniqua. Elle n'avait rien pour arrêter ces monstres. Alors, les batteries de Flak 88 ouvrirent le feu. L'effet fut immédiat. Le premier Matilda explosa dans une boule de feu. Le deuxième fut stoppé. La tourelle arrachée. Le troisième prit feu. Les commandants britanniques réalisèrent trop tard ce qui se passait. Ils tentèrent de manœuvrer. Mais les batteries de Flak 98 étaient positionnées stratégiquement, tirs croisés, chaque angle couvert. À la fin de la journée, 36 Matildas étaient détruits, 20 autres gravement endommagés. L'opération d'Arras fut un échec tactique. Mais stratégiquement, la Grande-Bretagne gagna du temps. Les Allemands étaient tellement occupés par l'attaque des chars que les troupes britanniques purent s'échapper vers Dunkerque. Malgré tout, la leçon était claire. La Flak 88 était une arme tueuse de chars et le blindage allié était insuffisant. Rommel et le désert. Erwin Rommel devint obsédé par la Flak 88. Après la France, il fut envoyé en Afrique du Nord, en tant que commandant de l'Africa Corps. Il emporta autant de batteries de Flak 88 qu'il put en obtenir, et il révolutionna leur utilisation tactique. La tactique de Rommel était brillamment simple. Les pièges à Flak 88. Il avançait des formations de chars. Les chars britanniques attaquaient. Les chars allemands se retiraient. Les Britanniques poursuivaient, directement dans des positions de Flak 88 préparées. Les Britanniques appelèrent cela le piège du diable. Ils savaient ce que Rommel faisait. Mais ils ne pouvaient pas l'empêcher. Un exemple, la bataille de Sidi Rezegh en novembre 1941. La 7e brigade blindée britannique attaqua les positions allemandes. Les chars de Rommel se replièrent. Les Britanniques poursuivirent agressivement. Soudain, 12 batteries de Flak 88 cachées ouvrirent le feu, venant de 3 directions. La brigade britannique perdit 113 chars en 40 minutes. Ce n'était pas une bataille, c'était une exécution. Les soldats britanniques développèrent un profond respect et une grande crainte pour la Flak 88. Ils l'appelèrent simplement la 88. Le nom devint synonyme de mort et de destruction. Le maréchal Bernard Montgomery, l'adversaire ultérieur de Rommel, écrira « Le canon allemand de 90 mm est l'arme la plus dangereuse sur le champ de bataille. Nous n'avons rien d'équivalent. Notre tactique doit s'articuler autour du fait de l'éviter ou de le détruire avant que nos chars ne soient exposés. » C'était une admission extraordinaire de l'un des principaux commandants alliés, la rencontre soviétique. Mais les Britanniques n'étaient pas les seuls à être confrontés à la Flak 88. L'Union soviétique en fit une expérience beaucoup plus sanglante. L'opération Barbarossa commença le 22 juin 1941. Les troupes allemandes déferlèrent sur les positions soviétiques. Les chars soviétiques, principalement des T-34 et des KV-1, étaient technologiquement supérieurs aux chars allemands. Mais ils n'étaient pas supérieurs à la Flak 88. Les premières rencontres choquèrent les commandants soviétiques. Le KV-1 avait un blindage frontal de 75 mm, impénétrable pour les canons anti-chars allemands de 37 mm et 50 mm. Mais la Flak 88 le perçait à 1500 mètres. Les chars T-34, avec leur blindage incliné de 45 mm, étaient également vulnérables. Les obus de Flak 88 perçaient les flancs,
et même le blindage frontal à moyenne distance. Les équipages de chars soviétiques commencèrent à reconnaître des signes spécifiques. La Flak 88 avait un éclair de bouche caractéristique, un son spécifique au moment du tir. Si vous voyiez ou entendiez cela, mais vous aviez quelques secondes pour réagir. La plupart du temps, il était trop tard. La bataille de Moscou, en décembre 1941, contre-offensive soviétique. Les Allemands se défendaient désespérément. Les batteries de Flak 88 furent utilisées comme dernière ligne de défense. En une seule journée, le 7 décembre, une batterie de Flak 88 près de Klin détruisit 21 chars soviétiques. La batterie perdit un canon à cause de tirs d'artillerie et non de combats de chars. Les commandants soviétiques rédigèrent des rapports urgents. Ils avaient besoin d'une réponse, une arme capable de contrer la Flak 88. Staline lut personnellement ces rapports et il réagit. L'ordre de copier en janvier 1942, Staline donna un ordre direct au commandement de l'artillerie de l'armée rouge. Récupérez une Flak 88 intacte, analysez-la, développez une version soviétique. C'était plus facile à dire qu'à faire. Les Allemands détruisaient normalement leur canon Flak 88 avant de se replier. L'arme était trop précieuse pour être abandonnée. Mais lors de l'offensive hivernale soviétique de 1941-42, plusieurs positions de Flak 88 furent submergées. Les troupes soviétiques capturèrent 3 exemplaires intacts. Ceux-ci furent immédiatement transportés à Moscou, directement à l'Institut de recherche sur l'artillerie. L'ingénieur en chef, Vassili Grabine, dirigea l'analyse. Sa tâche, comprendre comment la Flak 88 fonctionne et reproduire ses capacités. Grabine et son équipe démontèrent complètement l'arme. Ils mesurèrent chaque composant, ils testèrent la balistique, ils analysèrent le métal du canon. Ce qu'ils découvrirent les impressionna et les frustra. La fabrication allemande était excellente. Le canon était fait d'acier spécialement trempé. Les tolérances étaient extrêmement précises. Les mécanismes étaient complexes, mais fiables. Grabin écrivit dans son rapport « Le canon allemand de 80 mm représente le plus haut niveau de la technologie d'artillerie. Une copie directe dépasserait nos capacités de production. Nous devons adapter le concept, pas la mise en œuvre. » C'était la clé. Les Soviétiques n'allaient pas essayer de copier directement la Flak 88. Ils allaient développer leur propre conception, inspirée des principes allemands. Le résultat prendrait des années, mais ils transformeraient l'artillerie soviétique, le développement soviétique. Les ingénieurs soviétiques identifièrent les caractéristiques essentielles de la Flak 88, un calibre élevé pour la pénétration, une longue longueur de canon pour la vitesse initiale, une conception à double usage pour la flexibilité, robuste lafette pour la mobilité. Il possédait déjà le canon anti-aérien de 85 mm 52K, développé en 1939. Conceptuellement, il ressemblait à la Flak 88. Mais il n'a jamais été conçu pour un rôle anti-char. Grabine suggéra « Prenez le 85 mm 52K, modifiez-le pour un tir direct, développez des munitions anti-char spécialisées. » Le projet débuta mi-1942. Il avait la plus haute priorité. Staline en personne supervisait les progrès. La première version, le 85 mm D5, fut achevée en décembre 1943. Elle fut testée sur le char lourd expérimental KV-85. Les résultats furent prometteurs. Le D5 pouvait percer 120 mm de blindage à 1000 mètres. C'était comparable à la Flak 88. Mais il y avait des problèmes. Le D5 était trop grand pour les tourelles standards des T-34. Il avait des problèmes de recul. Les coûts de production étaient élevés. Alors, ils continuèrent à développer. Le 80 mm D5T arriva en 1944. Plus compact, meilleur mécanisme de recul. Cette version fut installée sur le T-34-85. Finalement,
le 80 cylindres ZIS S-53. C'était la version de production finale. Plus de 20 000 furent fabriqués jusqu'à la fin de la guerre. Mais l'obsession soviétique pour la Flak 88 mena à un autre développement, un développement qui deviendrait encore plus important, les monstres de 100 mm et 122 mm. Si 95 mm était bien, alors 100 mm ou 128 mm serait mieux. C'était la logique soviétique. En 1944, les développements commencèrent sur des calibres encore plus grands. Le canon de 100 mm D10 fut conçu pour le char T-54, le 128 mm D-25T pour les chars lourds IS. Ces armes furent directement inspirées par la philosophie de la Flak 88, gros calibre, vitesse initiale, élevée, double usage. Le D-25T était particulièrement impressionnant. Il pouvait percer 160 limes de blindage à 1000 mètres. C'était plus que le blindage frontal du Tiger II, mais il avait un inconvénient, cadence de tir lente. Les obus de 122 mm étaient lourds. Le chargement prenait du temps, seulement 2 à 3 coups par minute, en comparaison. La Flak 88 pouvait tirer 15 à 20 coups par minute. Les Allemands avaient la cadence de tir. Les Soviétiques avaient la force brute. Cette philosophie allait définir la conception des chars soviétiques jusqu'à la fin de la guerre froide. La comparaison directe. À la fin de la guerre, les troupes soviétiques avaient suffisamment d'expérience avec les deux. Les Flak 88 allemandes capturées et leurs propres canons de 85 mm. Certaines unités soviétiques utilisèrent des Flak 88 capturées opérationnellement. Elles étaient convoitées. Les munitions allemandes étaient thésaurisées. Les équipages étaient spécialement formés. Les rapports des anciens combattants montrent des opinions partagées. Le major Dimitri Lavrinenko a des chars avec 52 victoires confirmées, déclara après la guerre. La 88 allemande était plus précise, plus rapide, plus fiable. Mais notre 85 URIM était plus facile à entretenir, plus facile à utiliser, et nous avions des munitions illimitées. Cela résume la différence. Qualité allemande contre quantité soviétique. Mais l'influence conceptuelle était indéniable. Chaque canon soviétique de gros calibre après 1942 portait l'ADN de la Flak 88, l'héritage d'après-guerre. Après 1945, les Soviétiques misèrent massivement sur les canons de 85 mm SIM. Le char T-54, avec son 100 mm D-10, devint le char le plus produit de l'histoire, plus de 100 000 exemplaires. Cette arme était une descendante directe de la philosophie de la Flak 88. Le 128 mm D-25T resta dans les chars lourds. Il fut également utilisé dans des canons automoteurs et l'artillerie de bunker. Sa puissance de pénétration le rendait parfait pour les attaques de fortification. Mais le développement peut-être le plus intéressant fut le 100 mm D-10 dans un rôle anti-aérien. Les Soviétiques développèrent plus tard le S-60 57 mm, puis les missiles S-75. Mais la philosophie resta, systèmes à double usage. L'Allemagne elle-même continua à développer la Flak 88 après la guerre. La Bundeswehr n'utilisa plus la Flak 88, mais les chars Léopard 1 avaient un canon de 105 mm qui était conceptuellement lié. Vitesse initiale élevée, trajectoire plate, précision à distance. Les canons de chars standards de l'OTAN, le 105 mm L7 et plus tard le 120 mm L55. Sont une évolution directe des principes établis par la Flak 88. Israël utilisa des canons soviétiques capturés de 100 mm D-10 dans leurs premiers chars. Ces canons furent inspirés par des conceptions soviétiques, qui furent inspirés par la Flak 88. Le type 59 chinois, une copie du T-54, utilisait le même 100 mm D-10. Des milliers furent produits. Cette arme combattit au Vietnam, au Moyen-Orient, en Afrique, partout où ces chars combattirent. Résonnait la philosophie de la Flak 88.
l'évolution technique de la Flak 98. La Flak 18 originale n'était que le début. Les Allemands développèrent plusieurs variantes, chacune améliorée pour des rôles spécifiques. La Flak 36, introduite en 1936, avait un tube amélioré et de meilleures munitions. La pénétration augmenta à 130 mm, à 1000 mm. C'était suffisant pour tous les chars alliés, jusqu'en 1943. La Flak 37, introduite en 1939, ajouta des systèmes de conduite de tir améliorés. Un ordinateur mécanique calculait l'avance pour les cibles aériennes. Le même système pouvait être utilisé pour des cibles au sol en mouvement. Mais l'amélioration la plus spectaculaire arriva en 1943, la Flak 41. Cette version avait un tube plus long, 6,55 mètres au lieu de 4,93 mètres. La vitesse initiale augmenta à 1000 mètres par seconde. La pénétration atteignit 190 mm à 1000 mètres. C'était suffisant pour tous les chars soviétiques, y compris l'IS-2. C'était suffisant pour tous les chars américains ou britanniques, mais la Flak 41 avait des problèmes. Elle était plus lourde, plus complexe à produire, moins fiable. Seulement environ 1000 furent construits, comparé à 20 000 Flak 36-37. La variante la plus intéressante était la Flak 88 dans des canons automoteurs. Les chasseurs de chars Nashorn et Hornisse utilisèrent la version Flak 88 PAK 43. Ces véhicules furent dévastateurs contre les chars soviétiques. Un Nashorn pouvait détruire un T-34 à 2000 mètres, bien au-delà de la portée des canons de chars soviétiques. Les équipages de chars soviétiques haïssaient et craignaient les Nashorn. Ils les appelaient les longs diables à cause de la longueur distinctive du tube. Les chiffres de production comme monument. La production de la famille Flak 88 fut massive. Entre 1933 et 1945, Flak 18, environ 2500 unités. Flak 36, environ 9000 unités. Flak 37, environ 8000 unités. Flak 41, environ 1000 unités. Variante, PAK 43, environ 3000 unités. Total, plus de 23 000 canons. Chacune de ces armes coûtait environ 33 000 Reichsmarks. C'était cher, comparé à 2200 Reichsmarks pour un canon anti-char de 37 000 mm. Mais l'efficacité justifiait les coûts. Taux de destruction moyen, 5 à 7 chars ennemis par canon Flak 88 avant destruction ou perte, avec 23 000 canons. Cela signifiait théoriquement 115 000 à 161 000 chars ennemis détruits. Bien sûr, ces chiffres sont théoriques. Toutes les Flak 88 n'ont pas vu le combat. Toutes n'ont pas atteint ce taux de destruction. Beaucoup furent détruites par l'artillerie ou des attaques aériennes, sans jamais tirer. Mais même des estimations conservatrices rendent la famille Flak 88 responsable de 30 000 à 40 000 pertes de chars alliés. C'est plus que n'importe quel autre système d'armes. La dimension humaine. Derrière ces statistiques, il y avait des hommes, des équipages allemands qui utilisaient ces armes, des soldats alliés qui les combattaient. Wilhelm Ross était pointeur dans une batterie de Flak 88 sur le front de l'Est. Dans une interview en 1989, il a décrit cette expérience. Nous savions que nous avions la meilleure arme anti-char. Cela nous donnait confiance, mais c'était quand même terrifiant. Les chars soviétiques arrivaient par vagues. Des dizaines. Nous tirions aussi vite que possible. Toucher, 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 mais ils continuèrent d'avancer. Tu espérais que les munitions ne s'épuiseraient pas, que le canon ne surchaufferait pas, qu'aucun obus soviétique ne toucherait ta position. La Flak 88 était une arme magnifique, mais elle faisait de toi une cible privilégiée. C'est le point qui est souvent oublié. Les positions de Flak 88 étaient des objectifs prioritaires. L'artillerie soviétique les visait en premier. Les attaques aériennes se concentraient sur elles. Les chars essayaient de les contourner et de les attaquer par derrière.
Un équipage de Flak 88 avait une espérance de vie moyenne de 6 à 8 semaines sur les secteurs actifs du front. C'était plus bas que les équipages de chars. L'arme était mortelle, mais les hommes qui la servaient payaient un lourd tribut. Du côté allié, les souvenirs étaient empreints de respect et de traumatisme. Le capitaine John Thornton, commandant de chars britanniques en Afrique du Nord, a écrit dans ses mémoires « Tu entendais ce fracas caractéristique, puis tu voyais les chars à côté de toi exploser. Quelques secondes plus tard, un autre. Tu savais que quelque part là-bas, il y avait un 428. Tu ne pouvais pas le voir. Tu ne pouvais pas riposter. Tu ne pouvais qu'espérer que tu n'étais pas la prochaine cible. C'était l'enfer. » Les vétérans soviétiques avaient des histoires similaires. Le sergent Ivan Kuznetsov, conducteur de T-34. Le 88 allemand était l'arme que nous craignions le plus. Plus que les chars Tigres, plus que les Panthères. Parce que tu ne la voyais pas venir. Un éclair, un choc. Ton camarade avait disparu. C'était le 88. Ces témoignages personnels montrent que la Flak 98 n'était pas seulement techniquement supérieure. Elle avait un effet psychologique qui dépassait ses caractéristiques balistiques, l'influence tactique. L'existence de la Flak 88 a changé la façon dont les deux camps menaient la guerre blindée. Les Alliés ont dû développer de nouvelles tactiques. Les chars britanniques et américains évitaient, si possible, les attaques frontales directes. Ils tentaient des manœuvres de flanc. Ils utilisèrent de la fumée pour masquer la visibilité. Ils coordonnaient avec l'artillerie. Et pour supprimer les positions de Flak 88, les Soviétiques ont développé la tactique des attaques massives de chars. Si les Allemands avaient une batterie de Flak 88, les Soviétiques envoyaient 20 chars. Certains seraient détruits, mais d'autres passeraient. C'était la réponse à la supériorité technique, le nombre. Mais même cela avait un coût. Les pertes soviétiques sans chars étaient terriblement élevées. En 1943, l'armée rouge perdait en moyenne 500 chars par semaine sur le front de l'Est. Tous n'étaient pas victimes de la Flak 88, mais une part significative l'était. La tactique allemande a également évolué. Les batteries de Flak 88 étaient positionnées en profondeur, pas seulement sur la ligne de front, mais aussi 1 à 2 kilomètres derrière. Cela créait plusieurs lignes de défense. Si les chars alliés perçaient la première ligne, ils rencontraient la deuxième ligne de Flak 88. Puis la troisième. Cette défense en profondeur était extrêmement efficace. Elle permettait aux Allemands de combattre des ennemis numériquement supérieurs avec moins de chars. Le meilleur exemple est la bataille de Koursk en juillet 1943. Les Allemands avaient environ 2700 chars. Les Soviétiques en avaient 5100. Les Allemands étaient en infériorité numérique, mais les Allemands avaient des centaines de positions de Flak 88, stratégiquement placées. Les attaques soviétiques se sont heurtées à ces positions. Les pertes ont été massives. À la fin, les Allemands ont perdu la bataille, mais le ratio de pertes était de 1-3 en faveur des Allemands. Pour chaque char allemand perdu, 3 chars soviétiques étaient détruits. La Flak 88 a été un facteur majeur dans ce ratio. Les réponses alliées. Les Alliés ont désespérément essayé de développer leurs propres équivalents de la Flak 88. Les Britanniques avaient la Flak de 3,7 pouces, soit 94 mm de calibre, conceptuellement similaire à la Flak 88, mais elle n'a presque jamais été utilisée dans un rôle anti-char. Pourquoi ? La doctrine britannique était rigide. Les canons Flak étaient pour la défense aérienne. Les canons anti-chars étaient pour les chars. Personne n'a pensé à une double utilisation. Ce n'est qu'en 1943 que les Britanniques ont commencé à tester leur 3,7 pouces dans un rôle de tir direct. Les résultats étaient prometteurs, mais la production était limitée. Trop peu, trop tard. Les Américains avaient un problème similaire. Ils avaient la Flak M1 de 90 mm.
excellentes caractéristiques balistiques, mais également presque uniquement utilisée pour la défense aérienne. Ce n'est qu'en 1944, après des pertes massives en Afrique du Nord et en Italie, que les Américains ont commencé à utiliser leurs 90 mm contre les chars allemands. Cela a bien fonctionné. Mais encore une fois, trop peu, trop tard. Le problème n'était pas la capacité technique. Les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient la capacité industrielle et les connaissances. Le problème était la doctrine et la flexibilité. Les Allemands pensaient pragmatiquement quelle arme fonctionne pour cette tâche. Les Alliés pensaient catégoriquement cette arme est conçue pour ce rôle. Cette différence a coûté des vies. Les Soviétiques, comme nous l'avons déjà dit, étaient plus flexibles. Ils ont vu ce qui fonctionnait et l'ont copié. Pas de débats doctrinaux, pas de retard bureaucratique. Staline a dit « Construisez-moi un 88 ». Alors ils en ont construit un. Cette approche pragmatique a bien servi l'Union soviétique pendant la guerre et au-delà, les mythes et les réalités autour de la Flak 88. Il existe de nombreux mythes. Il est temps d'en clarifier certains. Mythe 1. La Flak 88 pouvait détruire n'importe quel char à n'importe quelle distance. Réalité, non. La Flak 36-37 pouvait percer jusqu'à 100 tonnes mm de blindage à 1000 mètres. À 2000 mètres, cela tombait à environ 90 mm. Les chars lourds comme l'IS-2 ou le Churchill britannique, avec un blindage frontal de 152 mm, étaient résistants à certains angles et distances. Mythe 2. La Flak 88 était invincible. Réalité. Les positions de Flak 88 étaient vulnérables. L'artillerie était efficace. Les attaques aériennes étaient dévastatrices. Les attaques de flanc de chars fonctionnaient. Si la coordination était bonne, l'arme était excellente, mais pas invincible. Mythe 3. Les Allemands ont inventé le concept de double usage. Réalité. Les Soviétiques avaient déjà expérimenté plus tôt avec leur canon de campagne de 76,2 mm M1936 F-22. Celui-ci pouvait servir à la fois d'artillerie de campagne et d'armes anti-chars limitées. Mais les Allemands ont perfectionné et systématisé le concept. Mythe 4. La Flak 88 a presque gagné la guerre pour l'Allemagne. Réalité, non. La Flak 88 était une excellente arme. Elle a tué des milliers de chars. Mais elle ne pouvait pas compenser les faiblesses stratégiques allemandes. Manque de pétrole, manque d'effectifs, guerre sur deux fronts. La supériorité technique d'une arme ne suffit pas à gagner des guerres. Ces clarifications sont importantes. La Flak 88 mérite le respect pour son excellence technique, mais le respect n'est pas de la glorification. C'était une arme, conçue, construite et utilisée par des hommes. Efficace, mais pas magique. Le vrai héritage. L'héritage de la Flak 88 va bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Le concept de l'artillerie à double usage est devenu un standard. Presque chaque armée moderne a des systèmes qui peuvent remplir plusieurs rôles. C'est directement attribuable à la Flak 88. L'accent mis sur la vitesse initiale élevée et la trajectoire plate a défini les canons de chars d'après-guerre. Les 90 mm américains, les 105 mm L7 britanniques, les 100 mm des 10 soviétiques ont tous suivi ces principes. La flexibilité tactique dont a fait preuve la Flak 88 a influencé la doctrine militaire dans le monde entier. Les armées modernes entraînent les équipages pour des rôles multiples. La spécialisation est moins importante que l'adaptabilité. La composante psychologique fait également partie de l'héritage. La Flak 88 a montré qu'une arme qui engendre la peur et le respect a un effet qui dépasse sa capacité tactique réelle. Les planificateurs militaires modernes étudient encore la Flak 88 comme une étude de cas en matière d'efficacité, de polyvalence, d'innovation dans des conditions de ressources limitées.
les académies militaires américaines. Britanniques et Russes ont toutes des cours qui analysent la Flak 88, pas comme une glorification, mais comme une leçon de conception et d'utilisation efficace des armes. L'hommage soviétique. Peut-être que la reconnaissance ultime est venue des soviétiques eux-mêmes. Après la guerre, les historiens et théoriciens militaires soviétiques ont commencé à écrire sur la technologie des armes allemandes. La Flak 88 était fréquemment mentionnée. Le maréchal Georgi Zhukov, dans ses mémoires publiés en 1969, écrivit « Le canon allemand de 88 mm était l'une des armes les plus dangereuses que nous ayons rencontrées. Il nous a obligés à repenser nos tactiques anti-chars et à accélérer notre propre développement d'artillerie. Le respect de l'ennemi ne signifie pas l'admiration de l'ennemi. Mais nous devons reconnaître que cette arme était techniquement excellente. » C'était un aveu extraordinaire de la part d'un maréchal soviétique, dans un régime qui reconnaissait rarement les réalisations allemandes. Vassili Grabin, l'ingénieur en chef du développement du 85 mm, a été plus direct. Dans une interview en 1978, nous avons étudié intensivement le canon allemand de 88. Il nous a appris ce qui était possible avec l'artillerie à haute vitesse. Nos canons de 85 mm et plus tard de 100 mm n'auraient pas existé sans cette leçon. Nous n'avons pas copié directement, mais nous avons appris les principes. C'est le véritable signe d'influence, pas la copie, mais l'inspiration, pas la réplication, mais l'adaptation. La Flak 88 a inspiré l'artillerie soviétique pendant des générations, et grâce aux exportations soviétiques, elle a influencé le développement des armes dans le monde entier. Le bilan final. Examinons les chiffres. La froide mathématique de la guerre. 23 000 canons, Flak 88 produits. Coût moyen, 33 000 Reichsmarks, total. 759 millions de Reichsmark, perte estimée de chars ennemis due à la Flak 88, 30 000 à 40 000. Un T-34 coûtait environ 270 000 roubles à produire. Cela représentait environ 135 000 Reichsmark au taux de change de guerre. 40 000 T-34 équivalent à 5,4 milliards de Reichsmarks de valeur détruite. C'est un retour sur investissement de 7 contre 1. Pour chaque Reichsmark, dépensés en Flak 88. 7 Reichsmark de chars ennemis ont été détruits, c'est une efficacité exceptionnelle. Mais les chiffres ne disent pas toute l'histoire. Derrière chaque char détruit, il y avait 4 à 5 membres d'équipage. 30 000 chars signifie 120 000 à 150 000 soldats alliés tués ou blessés. C'est la sombre réalité. La Flak 98 était efficace. Mais cette efficacité s'est mesurée en souffrance humaine. Et du côté allemand, les équipages de la Flak 88 ont également payé un prix. On estime que 15 000 soldats allemands sont morts près des batteries de Flak 88 pendant la guerre. La guerre n'a pas de gagnants en ce sens, seulement des survivants et des morts. La Flak 88 était une arme. Elle a fait ce pourquoi elle a été conçue. Efficace et mortelle. Mais à la fin, ce sont les hommes qui ont souffert. Des deux côtés, que pouvons-nous apprendre? Cette histoire est plus qu'une curiosité historique. Il y a des leçons ici. Leçon numéro 1, l'innovation par nécessité. La Flak 88 est devenue une arme anti-char parce que les Allemands n'avaient pas d'autre option. Ils ont improvisé. Cela a fonctionné. Les armées modernes devraient privilégier la flexibilité par rapport à la doctrine. Si quelque chose fonctionne, utilisez-le, peu importe si c'est dans le manuel. Leçon numéro 2. La conception à double usage est plus efficace que la spécialisation. Une arme qui remplit plusieurs rôles est plus précieuse que 3 armes qui remplissent chacune un rôle. Cela ne s'applique pas seulement à l'armée. Dans tous les domaines, la polyvalence est précieuse. Leçon numéro 3. La supériorité technique ne suffit pas. Les Allemands avaient de meilleurs chars, de meilleurs canons, de meilleures tactiques. Ils ont quand même perdu. Pourquoi?
Parce que les ressources, la logistique, la stratégie et le moral sont tout aussi importants que la technologie. Leçon numéro 4. Respectez votre adversaire. Les Soviétiques ont vu la Flak 88. Ils ont copié les concepts. Cela les a rendus plus forts. L'ignorance alliée des canons à double usage a coûté des vies. Le pragmatisme soviétique a sauvé des vies. Leçon numéro 5. Les hommes sont plus importants que les armes. L'arme la plus brillante est inutile sans des équipages entraînés. Les équipages allemands de la Flak 88 étaient excellents entraînés. Cela a fait la différence. Ces leçons sont intemporelles. Elles sont aussi valables aujourd'hui qu'en 1940. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette histoire? La brillance technique de la Flak 88, la détermination soviétique à la copier, la flexibilité tactique dont les Allemands ont fait preuve, ou peut-être le courage humain des deux côtés, les équipages allemands. Qui savaient qu'ils étaient des cibles, les équipages de chars alliés qui ont continué à attaquer malgré la peur. Partagez vos pensées. Ces histoires continuent de vivre quand nous en parlons, quand nous apprenons, quand nous nous souvenons. La Flak 88 est de l'histoire ancienne. Mais ces leçons sont d'actualité. Son influence est visible dans chaque char moderne, dans chaque arme polyvalente. Dans chaque doctrine qui privilégie la flexibilité par rapport aux règles rigides, les Soviétiques ont copié la Flak 88. Mais plus que cela, ils ont appris d'elle. Et cette leçon a changé l'armée soviétique à jamais. C'est le véritable héritage, pas l'arme elle-même, mais les idées qu'elle représentait. Des idées qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Excellence technique, flexibilité tactique, innovation pragmatique. C'est ce que la Flak 88 a enseigné au monde. Et ce que les Soviétiques ont essayé de reproduire si désespérément.